Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aussi nombreux pour ces journées de rentrée de la Mutualité française à Nancy. Je souhaiterais tout d'abord remercier l'Union régionale Grand Est, les équipes fédérales, les groupements et les nombreux intervenants qui ont accepté de participer à l'organisation de cet événement à nos journées de rentrée de la Mutualité française. Il s'agit d'un moment fort pour le mouvement mutualiste, un moment où nous nous retrouvons, un moment d'échange, de débat, d'ouverture. C'est d'autant plus vrai cette année où notre première journée sera consacrée à la santé environnementale. Journée au cours de laquelle nous aurons le plaisir d'échanger avec de nombreuses personnalités extérieures au mouvement, venues discuter et débattre avec nous sur ce sujet. C'est un sujet de société, un sujet de santé publique qui mérite qu'on lui consacre un réel moment. Il est en plein dans l'actualité. L'exemple du glyphosate illustre parfaitement ses propos. Les Français s'interrogent de plus en plus, les coûts engendrés par la santé environnementale augmentent, les inégalités se creusent. C'est donc un vrai défi qui s'impose à nous. Nous, mutualistes, nous devons réfléchir à cette santé environnementale, à nos positions, à nos actions, à nos évolutions par rapport à cet enjeu. Cette première journée sera donc le moment idéal. Nous allons prendre notre temps, parce qu'il faut s'ouvrir aux expertises, aux convictions extérieures, sortir de nos frontières habituelles, susciter des interrogations, jouer avec notre zone de confort et certainement en sortir également. Il ne faudra pas hésiter à aller de l'avant, oser, s'aventurer, apprendre, pour au final sortir renforcé, revigoré, revitalisé face à un défi de santé environnementale. C'est un long travail, une longue éducation qui nous attend et qui s'inscrit de plus en plus dans nos parcours de vie. Aujourd'hui, nous allons vous proposer 3 tables rondes, 2 ce matin, 1 cet après-midi. Elles nous permettront de poser les bases du débat, de clarifier les enjeux. Et cet après-midi, avant notre dernière table ronde, nous vous réservons des moments un peu plus dynamiques, où vous pourrez bouger, chercher l'inspiration, respirer au travers de mini-conférences de différents formats. Ne soyez pas surpris par l'originalité de certaines d'entre elles. Au contraire, confrontez-vous à toutes ces nouveautés. Tout au long des tables rondes, vous aurez la possibilité d'échanger et de poser vos questions grâce à l'application Mutévénement. Ceux qui étaient déjà là l'an dernier connaissent l'outil et donc savent l'utiliser. Pour ceux qui n'étaient pas parmi nous l'an dernier, je vous invite à télécharger l'application pour que vous puissiez interagir tout au long de cette journée. Au cours de la journée, ce sont des mutualistes, mais aussi des universitaires, des syndicalistes, des hommes et femmes politiques, des entrepreneurs, des associatifs et bien sûr des représentants de nos think tanks associés qui viendront débattre avec nous. Il faudra y aller, échanger avec eux, poser des questions, même les plus difficiles, et je dirais même surtout les plus difficiles. Il faudra au final respirer l'air du temps. La journée de demain, quant à elle, sera davantage consacrée à nos travaux internes au mouvement, mais j'aurai l'occasion d'y revenir un peu plus tard dans la journée. Sans plus attendre, j'ai maintenant le plaisir d'accueillir pas moins de 3 présidents à la tribune. Tout d'abord, Laurent Masson, que j'invite à me rejoindre et d'aller au pupitre, président de l'Union régionale Lorraine jusqu'à la création de l'Union régionale Grand Est, dont il est aujourd'hui président. Monsieur Mathieu Klein, président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Monsieur Klein, vous avez un parcours politique ascendant. Élu conseiller général dans le canton Nancy-Nord en 2004, vous devenez vice-président du conseil général de Meurthe-et-Moselle de 2004 à 2014, présidence alors assurée par Michel Dinet. C'est vous qui devenez président du conseil général Meurthe-et-Moselle en avril 2014. Vous êtes un peu le fils spirituel de Michel Dinet, tant dans les politiques suivies que par la méthode ou l'implication locale. Votre parcours associatif et militant est également très riche. Vous militez chez AIDS notamment. Qui plus est, vous connaissez très bien la mutualité française puisque vous avez pu la découvrir de l'intérieur en tant que chargé de relations institutionnelles à l'Union régionale Lorraine durant de nombreuses années.
Monsieur le Président, je vous sais très attaché à la co-construction des politiques publiques avec les usagers sur des sujets qui sont chers à la mutualité, comme la citoyenneté, les personnes âgées ou encore le handicap. Je suis donc ravie de vous accueillir parmi nous. Et enfin, j'invite Thierry Baudet, président de la Mutualité française, à nous rejoindre. Alors, je ne vous ferai pas sa présentation, mais j'invite la salle à les applaudir très chaleureusement. Laurent, la parole est à toi. Merci Stéphanie. Mesdames, Messieurs, chers amis mutualistes, c'est avec un grand honneur et un véritable plaisir pour les membres du conseil d'administration de l'Union régionale d'accueillir en région Grand Est les journées de rentrée de la Mutualité française. Bienvenue à chacune et chacun d'entre vous. Cette région administrative est toute neuve. Elle est née en 2016 suite à la réforme territoriale voulue par le précédent gouvernement. Aujourd'hui, la région Grand Est recense un peu plus de 5,5 millions d'habitants. Elle se situe au 5e rang des régions françaises en superficie et s'étend sur près de 450 km des portes de Paris aux rives du Rhin. Le Grand Est est le résultat de la fusion de 3 interrégions fortes de leur culture, de leur tradition, de leur identité, l'Alsace, la Champagne-Ardenne et la Lorraine. À la suite de cette réforme territoriale, et parce qu'il nous semblait logique d'adapter nos structures mutualistes à cette nouvelle donne, nous avons entrepris un travail de rapprochement entre les unions régionales des 3 interrégions concernées, qui a abouti au 1er janvier dernier à la naissance de l'Union régionale Grand Est de la Mutualité française. Cette structure fédérative compte aujourd'hui plus de 180 groupements adhérents, couvrant 2,4 millions de personnes et 3 unions territoriales qui, avec les autres groupements de livre 3, gèrent plus de 130 services de soins et d'accompagnement mutualistes. Elle est, au même titre que les autres unions régionales, le représentant de la Mutualité française en région et le coordinateur de son action, reconnu des forces politiques et sociales de la région. Mais l'UR Grand Est compte 3 originalités. Premièrement, elle est la seule région de France à être frontalière de 4 pays européens, la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne et la Suisse, ce qui lui permet, ainsi qu'à ses mutuelles adhérentes, de développer des relations avec des acteurs de ces pays et à amener certains nombres de groupements à développer une offre spécifique en direction des travailleurs frontaliers. En effet, ils sont plus de 160 000 à franchir chaque jour l'une ou l'autre de ces frontières. Deuxièmement, elle est la seule à accueillir un régime local de protection sociale, le régime d'Alsace-Moselle. Ce régime obligatoire est issu de l'histoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, où la population a bénéficié, pendant le rattachement de ces territoires à l'Empire allemand, de 1871 à 1918, de la mise en place du système d'assurance maladie des lois de Bismarck. Ce régime qu'ils ont conservé lors de la création du système français, moins protecteur après la guerre. Ce régime local, pérennisé depuis 1991, couvre aujourd'hui un peu plus de 2,1 millions de personnes. Il verse à ses bénéficiaires un complément de remboursement, en plus du régime de base de la sécurité sociale, en échange d'une cotisation obligatoire, uniquement salariale, sur les revenus déplafonnés des salariés. Troisième originalité, elle est la seule à compter sur son territoire, une des 3 capitales de la Communauté européenne, avec Strasbourg. Voilà brièvement présentée la carte de visite de l'Union Grand Est que nous avons commencé à construire, alsaciens, champagne-ardennais et lorrains, depuis 9 mois. Nous avons fait le choix de Nancy pour être le siège de notre union, point central entre Strasbourg et Reims, capitale des 2 entières régions, Alsace et Champagne-Ardenne, sur lesquelles beaucoup de choses seraient à dire. 2 vignobles de prestige, 2 cathédrales majestueuses et 2 histoires que je vous invite à venir découvrir ou redécouvrir. Mais pour l'heure, nous sommes en Lorraine, et plus précisément à Nancy, et je voudrais vous dire quelques mots de ce territoire et de cette cité. La Lorraine tire son nom de Lothaire, roi d'Italie, et de Lotharingie, arrière-petit-fils de Charlemagne. De par sa position géographique au cœur de l'Europe, la Lorraine a été de tout temps une terre de passage, mais aussi une terre d'accueil et de brassage. Terre de passage, car depuis l'Antiquité, comme le dit la chanson, beaucoup y sont passés, avec ou sans sabots, des Romains, des Francs, des Alamans, mais pas des Aubagnans, des Vandales, des Huns, des Goths. Quelques-uns parmi eux s'y sont arrêtés et s'y sont établis.
laissant des traces toujours visibles aujourd'hui. L'aqueduc de Jouy aux Arches, à côté de Metz, et l'amphithéâtre de Grand dans les Vosges datent ainsi de la période romaine. La Lorraine a été au cours du Moyen-Âge jusqu'au XXe siècle le théâtre de bien des guerres, celle de 100 ans, celle de 30 ans, celle de 1870, celle de 14-18 et celle de 39-45. Verdun, à 1 heure d'ici, aujourd'hui capitale mondiale de la paix, peut en témoigner. Mais cette région n'est pas pour autant qu'un vaste champ de bataille. Et malgré ou à cause de ces épreuves, la Lorraine a su préserver cette tradition de terre de brassage, de terre d'échange, entre le nord et le sud, entre l'est et l'ouest. Et cette tradition de pays d'entre-deux est tenace. On la retrouve dans ses paysages, dans son identité, dans sa culture. Entre deux fleuves, la Meurthe et la Moselle, entre deux villes, Metz et Nancy, entre deux langues, entre deux cultures, et longtemps entre deux guerres. Elle est aussi un haut lieu d'échange culturel, avec, dès la fin du Moyen-Âge, des cours italiennes et le concours de peintres comme Jacques Callot ou Georges de la Tour. Elle est ouverte à l'Est aussi, vers l'Allemagne et la Pologne. Et cette ouverture va se concrétiser au cours des siècles et façonner son visage d'aujourd'hui. En Lorraine, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des destins, dit-on. L'histoire récente a vu accélérer cette ouverture. En effet, sur les 100 dernières années, le destin de la Lorraine a été marqué par le brassage des populations, des cultures venues de tous les coins d'Europe, d'Afrique et du Proche-Orient. Les premières grandes vagues d'immigration débutent ainsi avec le développement de l'industrie à la fin du XIXe siècle. Après la Première Guerre mondiale, la main-d'œuvre arrive surtout de Pologne et d'Italie. Les patrons lorrains vont chercher là-bas une main-d'œuvre qui ira travailler dans les mines de fer et de charbon, dans la métallurgie et la sidérurgie, dans les travaux publics. Une seconde vague déferle dans les années 60, l'Algérie constituant alors le principal pays d'origine des émigrés. Puis c'est l'Espagne, sous Franco, et le Portugal jusqu'au milieu des années 70. Enfin, avec la chute du mur de Berlin et les accords de Schengen, les Serbes, Albanais et Roumains viennent compléter et enrichir cette mosaïque humaine. Ce brassage, qui fait sa diversité, a donné à la Lorraine quelques figures célèbres, comme le philosophe Émile Durkheim ou le critique gastronomique Gilles Podolsky, et quelques grands noms du sport français comme Michel Platini, Morgane Parra, Bob Tari ou Nasser Bouhanni. Mais je ne peux pas terminer cette présentation sans vous parler des émigrés lorrains les plus célèbres, Stanislas Leszczynski et Saint-Nicolas. Saint-Nicolas est un cas, patron des écoliers, avec une basilique au XVe siècle qui lui a été dédiée dans la ville de Saint-Nicolas-Port, ville qui se situe à quelques kilomètres d'ici. De son vrai nom, Nicolas de Myre, il a été proclamé protecteur de nombreuses nations, de régions, dont la Lorraine. Et s'il n'a jamais mis les pieds en Lorraine, sa légende a fait peur à des générations de petits Lorrains. Mais protecteur et sauveur des enfants, sa fête, le 6 décembre, est autant fêtée en Lorraine que la fête de Noël elle-même. Je vous laisse le soin de découvrir cette légende pour ceux qui l'ignoreraient. Mais ce que ne dit pas la légende, et je ne sais pas si aujourd'hui beaucoup s'en souviennent, Saint-Nicolas, né à Patars, était turc. Saint-Nicolas Leszczynski maintenant, un autre cas. Roi de Pologne, chassé de ses terres, il devient, en mariant sa fille à Louis XV, le beau-père du roi, qui lui confère en 1737 le titre de duc de Lorraine et de Bar. À partir de cette date, et bien que son pouvoir réel soit extrêmement limité, il va se comporter en souverain éclairé, mécène et adepte de la philosophie des Lumières, entretenant une cour brillante et protégeant artistes et gens de lettres, créant la Bibliothèque royale de Nancy et la Société royale des sciences et des belles-lettres. Pendant son règne, il dote sa capitale Nancy du magnifique ensemble édifié autour de l'actuelle place Stanislas par l'architecte Emmanuel Héré. Cette place est entourée d'immeubles magnifiques éclose de grilles dorées, chef-d'œuvre du ferronnier de Jean Lamour. Elle est, selon un classement international, une des 100 plus belles places du monde. Il met aussi en place des initiatives sociales en avance sur son temps, écoles, hôpitaux, bibliothèques publiques, greniers collectifs, secours aux plus démunis, et j'en passe, et jette même les bases d'une cité idéale qui, dans ses principes, n'est pas très éloignée des valeurs mutualistes. J'ai beaucoup insisté sur les traditions d'accueil de la Lorraine et de la ville de Nancy, et pourtant, chacun ici pourra me faire remarquer que notre emblème est le chardon et notre devise qui s'y frotte s'y pique. Comme symbole d'accueil, il y a mieux.
Cette devise et ce chardon ont pourtant une histoire. Ils font référence à la bataille de Nancy de 1477. Mais ne vous attardez pas trop sur cette devise et cet emblème, car si le chardon est notre emblème, c'est aussi une excellente confiserie à base de sucre et d'eau de vie, à consommer avec modération, prévention du diabète et des addictions oblige. J'espère que cette brève présentation vous aura donné envie de découvrir le territoire lorrain et ses habitants, et que vous le verrez sous un jour plus agréable, autrement que ce que l'on voit et entend d'habitude dans les bulletins météo. Je vous encourage donc à revenir à Nancy, mais aussi à découvrir ou redécouvrir l'ensemble des richesses et de l'histoire des territoires alsaciens, champardonnais et lorrains qui constituent désormais la région Grand Est. Pour l'heure, je vous souhaite au nom du conseil d'administration de la Mutualité française Grand Est de très bonnes journées de rentrée. Merci Laurent. Monsieur Klein, Monsieur le Président, la parole est à vous. Merci, Monsieur le Président de la Mutualité, Monsieur le Président de la Mutualité du Grand Est, mon cher Laurent, je veux aussi saluer ton prédécesseur, Jean-Philippe Mamkart, parce que c'est vrai que c'est avec à plusieurs titres que je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Vous l'avez rappelé, j'ai eu à fréquenter, à travailler, à œuvrer au sein de la Mutualité française Lorraine avant qu'elle devienne celle du Grand Est jusqu'à il y a quelques années. Et c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai répondu à votre invitation ce matin. Tant pour moi, l'engagement politique avec un P majuscule est absolument indissociable de l'engagement social, syndical, mutualiste, associatif, coopératif, bref, toutes ces formes d'engagement qui donnent leur sens aujourd'hui à ce vivre ensemble dans la République qui apparaît parfois malmené, parfois négligé, qui ne produit plus suffisamment de sens aujourd'hui pour être le socle commun qui rassemble toutes les citoyennes et tous les citoyens et qui pourtant reste, je crois, au cœur de notre identité profonde française, qui n'est pas celle du repli sur soi, qui n'est pas celle de l'égoïsme, qui n'est pas celle du recul des libertés, mais qui est au contraire une identité faite de progrès. Et le progrès n'est jamais, et dans l'histoire de France, il n'a jamais été que le fruit de décisions verticales. Cela n'existe pas. Le progrès et les grandes avancées sociales démocratiques que notre pays a connues tout au long de ces décennies qui ont marqué, depuis le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, d'abord les 30 Glorieuses et aujourd'hui ces finalement périodes plus troublées, le progrès n'est que le fruit de l'engagement de femmes et d'hommes qui permettent ensuite au pouvoir politique de transformer les essais. Alors c'est fort de cette conviction-là que je suis très heureux de vous accueillir dans ce département de Meurthe-et-Moselle. Parce que ici, alors Laurent Masson vous a fait un portrait parfait de Nancy, de la Meurthe-et-Moselle, de la Lorraine et du Grand Est. Je voudrais juste y ajouter deux petites choses. D'abord, dire à nos amis bourguignons que malgré le chardon de la bataille de 1477, ils sont aujourd'hui les bienvenus dans la cité ducale, à Nancy et en Lorraine, et j'espère qu'ils s'y sentiront bien. Ensuite, parmi la longue liste de celles et ceux qui marquent l'histoire de la ville et de la région, je voudrais citer le doyen Parisot. Pourquoi le doyen Parisot ? Parce qu'au-delà d'avoir été fondateur de l'Office d'hygiène sociale et d'avoir été en avance sur son temps, ça a été un des fondateurs de l'Organisation mondiale de la santé. Et c'est pour signer ainsi le lien très fort qui unit celles et ceux qui se battent pour l'accès de tous aux soins et à la santé et ce territoire. D'ailleurs, la Mutualité et la Meurthe-et-Moselle ont elles aussi une longue histoire commune. Une date, 1990, c'était déjà il y a 27 ans. Création de la Mutuelle Camille. La Mutuelle Camille, c'était avant la couverture maladie universelle, une initiative conjointe du Conseil général de l'époque et de la Mutualité de Meurthe-et-Moselle de l'époque pour permettre l'accès aux soins
de celles et ceux qui ne pouvaient accéder à l'assurance maladie. Aujourd'hui, des mutuelles de la Mutualité française, et j'en vois un certain nombre ici actives dans ce département, travaillent avec beaucoup de collectivités, dont le Grand Nancy et le département et la région Grand Est, sur le dispositif AD2S, pour permettre, là encore, à des femmes et des hommes, ni éligibles à la CMU, ni éligibles à l'ACS, de pouvoir bénéficier d'une mutuelle à prix réduit, respectant évidemment les valeurs et les engagements qui vous rassemblent ici aujourd'hui. Nous sommes donc bien liés, chacun avec ses responsabilités, mais liés depuis longtemps et pour longtemps encore par ce combat commun pour favoriser l'accès de tous à la santé et aux soins. Vous allez travailler sur la santé et l'environnement, donc ce n'est pas à vous que je vais apprendre que finalement l'état du système de santé dans les pays industrialisés, il ne compte que pour 1/5 du bien-être des populations qui les habitent. Tous les autres facteurs, les facteurs environnementaux, les facteurs personnels, affectifs, les facteurs sociaux sont des facteurs aujourd'hui déterminants. Donc nous avons besoin, et plus que jamais, dans notre société encore une fois troublée, de ce partenariat très fort. Dans nos territoires, et la Meurthe-et-Moselle n'y échappe pas, dans nos territoires aujourd'hui, les inégalités en matière d'accès aux soins sont de plus en plus criantes. Nous avons beau disposer d'une faculté de médecine reconnue et qui rayonne sur un territoire large ici à Nancy, la désertification médicale frappe la Meurthe-et-Moselle comme d'autres régions. Et ça n'est plus aujourd'hui seulement la question de certains territoires très loin des métropoles et des centres-bourgs. La question finalement de l'absence d'appétence aujourd'hui des étudiants en médecine pour l'exercice libéral est le signe que nous devons nous remobiliser. Vous le faites, vous la mutualité, les centres de soins, les réseaux que vous animez aujourd'hui, pluridisciplinaires, partout dans le territoire, sont une des réponses sur lesquelles, évidemment, nous pouvons nous appuyer. Et je crois, en tout cas c'est le souhait, c'est le vœu que je formule, il faut que nous allions plus loin. Il y a aujourd'hui des formes originales, innovantes, à inventer et à animer ensemble pour favoriser l'accès aux soins dans tous les territoires. Car nous constatons, et je veux le dire tout particulièrement pour les plus jeunes de nos concitoyens, ceux que finalement les conseils départementaux voient peut-être un peu plus que les autres à travers l'action des services de protection maternelle et infantile. Nous mesurons à quel point aujourd'hui cette tranche de 0 à 3 ans est une tranche déterminante. Toutes les études, et il y en a un nombre incalculable, soulignent à quel point les inégalités s'ancrent très profondément dès le plus jeune âge. Et que cette tranche d'âge, c'est un peu l'angle mort de beaucoup de politiques publiques, y compris de politiques publiques de solidarité. C'est donc bien un effort massif que nous devons aujourd'hui engager pour faire en sorte que, dès le plus jeune âge, nous puissions accompagner les familles, pas seulement les familles les plus en difficulté, toutes les familles, pour empêcher les inégalités, finalement, d'être un parcours duquel certains ne réchapperont peut-être pas. Et à l'autre bout de la vie, le vieillissement démographique est un défi tout autant et tout aussi majeur pour toutes les politiques publiques. Car les seniors, aujourd'hui, qui aspirent à bien d'autre chose que d'être considérés uniquement comme des personnes desquelles il faut veiller à la prévention de la dépendance, doivent être acteurs de leur santé et de leur citoyenneté. Nous mesurons à quel point, et tous les jours, aujourd'hui, cette transmission de savoir-faire, de savoir-être est une dimension sur laquelle nous devrions nous appuyer beaucoup plus. Alors oui, il faut prévenir la dépendance, oui, il faut favoriser l'autonomie, oui, il faut favoriser l'accès aux soins, le maintien à domicile, mais il faut surtout s'appuyer sur les compétences citoyennes de ces millions, de ces dizaines de millions demain de femmes et d'hommes qui, une fois arrivés à l'âge de la retraite, ont encore beaucoup d'énergie à consacrer à la société. Voilà une série de projets sur lesquels la mutualité, les collectivités territoriales et d'autres, en tout cas en Meurthe-et-Moselle, ce sera le cas, peuvent et doivent travailler ensemble. Vous êtes un grand mouvement social, vous participez de l'exercice plein et entier de la citoyenneté de
de femmes et d'hommes éclairés qui ne délèguent pas uniquement au pouvoir public la responsabilité de faire pour eux, eh bien, cet état d'esprit-là, c'est celui aussi auquel nous croyons. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes très heureux que vous ayez choisi cette ville de Nancy et ce département de Meurthe-et-Moselle pour ces journées de rentrée. Je vous souhaite de fructueux travaux. Thierry, la salle est à toi. Monsieur le Président du Conseil départemental, cher Mathieu Klein, Monsieur le Président de l'Union régionale Grand Est, cher Laurent, cher Étienne Cagnard, merci Étienne de ta présence, chers amis mutualistes, mesdames, messieurs, bienvenue à toutes et à tous à ces journées de rentrée. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce moment privilégié de respiration, d'ouverture, d'échange. Heureux de cette nouvelle opportunité de penser ensemble, de faire ensemble. Je vous salue toutes et tous chaleureusement. Je veux aussi, au-delà de toi, cher Laurent, saluer et remercier les militants mutualistes du Grand Est qui nous accueillent en Meurthe-et-Moselle, à Nancy. Tu l'as dit à l'instant, Laurent, nous sommes ici dans une région aux nombreuses réalisations mutualistes, mais aussi dans une ville forte de symboles, avec à quelques encablures la place Stanislas et au cœur d'une ville symbole de l'Art nouveau. Plus proche de nos préoccupations, Nancy constitue le premier pôle de santé du nord-est de la France avec son CHU, le premier employeur de Lorraine. Pas étonnant que le département de Meurthe-et-Moselle, que la métropole nancéenne soit déjà pleinement mobilisée avec les collectivités environnantes pour le bien-être et la qualité de vie de ses habitants pour leur santé. Vous avez fait référence à l'OMS. Nancy est membre du réseau français des villes santé de l'OMS depuis 1990. Cette mobilisation, on la retrouve chez les mutualistes de l'étape. Preuve en sont les multiples initiatives engagées pour répondre aux besoins du territoire, là encore, comme vous l'avez dit, cher Mathieu Klein, dans des formes originales, innovantes. Ici, l'appui à des collectivités et à des professionnels de santé libéraux pour les aider à créer une maison médicale dans votre département, à Jeuf. Là, un centre de santé mutualiste à Romilly-sur-Seine, dans l'Aube, pour lequel une mutuelle a financé les études d'une étudiante qui s'est engagée à exercer 12 ans dans ce centre. Bientôt, à Vitry-le-François, dans la Marne, dans le quartier défavorisé du Hamois, où aucun généraliste ne voulait s'installer. Là encore, en Alsace, la commune d'Oberbrück, dans le Haut-Rhin, n'avait plus de généraliste depuis 3 ans. Un dispositif de téléconsultation a été lancé en décembre dernier. Mieux, on réfléchit à l'étendre aux communes avoisinantes et aux domiciles. Vous donnez à voir concrètement à quel point mutualité rime avec proximité, à quel point l'ancrage dans les territoires, au plus près des besoins des populations, est au cœur du projet mutualiste. Alors, nos journées de rentrée. Fidèles aux précédentes, elles ont vocation à nous rassembler pour éclairer des sujets d'actualité et des sujets d'avenir. Nous avions, l'an passé, abordé l'économie collaborative et ce que l'on avait appelé les habits neufs de la protection sociale. Nous avions mis en valeur des initiatives, des réussites mutualistes. Nous nous concentrerons cette année, Stéphanie l'a dit en ouverture de nos journées, sur la santé environnementale. Des journées de rentrée fidèles aux précédentes, un peu différentes également parce que nous avons fait le choix de l'ouverture à la presse et sur les réseaux sociaux. Pourquoi ce choix ? Pour 2 raisons. D'abord,
parce que je suis sensible aux propos que vous tenez souvent sur la nécessité de valoriser notre modèle auprès d'un public plus large. Ensuite, parce que je suis convaincu que la mutualité, le monde mutualiste a quelque chose à dire, à apporter à la société française. Nous ne dirigeons pas seulement des organismes d'assurance de personnes ou des établissements de soins et de services. Nous sommes avant tout un mouvement social, composé de femmes et d'hommes qui ont un message à porter et des combats à mener. Oui, le mutualisme a l'ambition de faire société, de favoriser le partage, l'amélioration des conditions de vie, l'engagement. Oui, le mutualisme est un projet citoyen. Depuis sa création, le mutualisme défend une vision du monde, une idée de la société, où le soin est accessible, où le progrès est partagé, où les bénéfices sont collectifs. Ce projet, nous devons lui donner encore davantage de visibilité et de lisibilité pour donner envie d'y adhérer, pour donner envie de s'y associer. Sans doute, nous devons mieux communiquer sur le projet de société, d'autonomie, d'émancipation, d'accomplissement que nous portons. Nous incarnons un mouvement vivant de la société française. Il y a une place pour un mouvement, le nôtre, qui promeut le fait que l'amélioration des conditions de vie se fait grâce et par le collectif. À nous de trouver les bons mots pour exprimer et faire savoir notre modernité, pour dire et faire savoir qu'il y a un mouvement, un vieux mouvement, qui a su s'adapter à plusieurs crises économiques, qui a traversé plusieurs régimes politiques et qui a quelque chose à faire et à dire dans une société numérique, globalisée, individualisée, dans une société en quête de nouveaux repères. Demain, nous vous présenterons un travail qui esquisse les contours possibles d'un nouveau discours pour convaincre. Ce nouveau discours, je souhaite que nous puissions collectivement le construire, nous l'approprier. C'est à cette condition que nous parviendrons ensemble à regagner le cœur de l'opinion. Globalement, la journée de demain nous inscrira dans la perspective de notre congrès de juin 2018. Ce matin va consacrer un premier rendez-vous que nous voulons annuel, dorénavant, pour alimenter le débat public. Lors de la présidentielle, Place de la Santé a été le lieu de décryptage des candidats. Le lieu et le moment. Souvenez-vous du grand oral de la mutualité, comme l'ont appelé les médias. Nous lançons aujourd'hui, avec vous, la saison 2. Il s'agit de Place de la Santé, l'Observatoire. Avec cette initiative, nous voulons pallier un manque, celui d'un document clair, synthétique, exposant deux visions de la santé des Français, le ressenti et les faits, comparant le chiffre à l'opinion, l'objectif au subjectif, le macro au micro, le prix réel de la santé à l'accès perçu aux soins. C'est un travail considérable mené par les équipes de la Fédération. Je les félicite et les en remercie. Travail effectué également par l'Institut Harris. On y verra que les inégalités réelles et ressenties continuent de croître, alors même que la demande de santé, de bien-être, de mieux vivre n'a jamais été aussi forte. Différents secteurs de la santé y sont plus particulièrement étudiés. Dépassement d'honoraires, audioprothèses, dentaires, optiques, autant de sujets sur lesquels nous sommes attendus par le gouvernement et surtout attendus par les Français, attendus par nos adhérents. Avec cet observatoire, nous avons aussi parcouru les territoires, parce que notre pays est divers, qu'il agrège des différences, des antagonismes parfois, comme traversé par de multiples dynamiques. On y apprend par exemple que mieux vaut avoir un problème auditif en Mayenne qu'en Haute-Saône, une mauvaise vue en Ariège qu'à Paris,
ait besoin d'une prothèse dentaire dans les Ardennes que dans les Yvelines. Je ne détaille pas. Les résultats de cet observatoire vous seront livrés tout à l'heure par notre directeur général, Albert Lottmann. Sachez que c'est avec vous que nous entendons valoriser ce travail en région, auprès des médias, auprès des acteurs concernés, auprès des pouvoirs publics également. Mais avant cela, je veux naturellement, ce matin, évoquer devant vous l'actualité. Elle est brûlante. Même si cette actualité chaude ne doit pas faire oublier les cycles du temps. C'est Fernand Braudel qui, dans son Histoire de la Méditerranée, en distinguait trois. Le temps court, l'histoire événementielle, celle de l'individu, celle de l'agitation de surface de l'écume. Le temps de moyen terme, l'histoire sociale, celle des vagues de fond. Le temps long, l'histoire quasi immobile, celle de l'homme dans ses rapports avec le milieu qui l'entoure. Eh bien, je vous propose d'essayer de penser, de comprendre les mouvements qui nous concernent en suivant ce raisonnement. Alors, d'abord, le temps court, l'immédiateté. Notre paysage politique vient d'être fortement transformé. Un président de la République de 39 ans, inconnu des Français il y a 3 ans. Une assemblée renouvelée, avec 75% de nouveaux députés, une assemblée rajeunie et féminisée. Aux commandes de l'État, nous voyons émerger des néophytes en politique, pour lesquels, nous dit-on, l'engagement est une nouveauté complète. En somme, pour citer Régis Debray et son dernier livre, Le Nouveau Pouvoir, tout a explosé. Cursus honorum squeeze, antichambre zappée, les natifs digitales expédient ad patres les septuagénaires, au musée. Les quinquas qui ont du métier se voient remercier sans politesse excessive. Cela avait grandi avec la télé, Léon Zitrone et la messe du 20h, rideau. Et pour cause. Désormais, c'est le novice qui inspire confiance. Le novice, dans notre pays, semble être un produit qui marche. On est pourtant loin de l'unanimisme. Tout le pays n'est pas macroniste. Rappelons-nous l'abstention des dernières élections. Très majoritairement des jeunes, des ouvriers, les milieux populaires, pour la plupart composantes de cette France qui ne marche pas à tous les sens du terme. Dans ce temps court, au milieu de l'écume, le mutualisme parle-t-il au macronisme? Après 100 jours, cela ne saute pas aux yeux. Le président de la République, le Premier ministre, son gouvernement disent vouloir être à l'écoute de la société civile. Mais au sein de la société civile, ne font-ils pas, là aussi, une distinction entre le nouveau monde et l'ancien monde, nous classant dans l'ancien? Plusieurs exemples peuvent donner une telle impression. J'observe que le nouveau haut-commissaire à l'économie sociale et solidaire, Christophe Ithier, est issu de l'entrepreneuriat social. Pas des mutuelles, pas des associations, pas des coopératives, pas des fondations. Doit-on rappeler le faible poids de l'entrepreneuriat social au sein de l'économie sociale et solidaire? C'est un constat, pas un procès d'intention ou un trait d'amertume. Je rappelle que Christophe Ithier était parmi nous lors des dernières journées de rentrée et je tiens donc à lui souhaiter tous mes vœux de réussite. J'observe aussi que la ministre de la Santé et des Solidarités n'a pas pensé associer la mutualité au lancement de la concertation sur la stratégie nationale de santé. Et puis, avec quelques membres du bureau, j'ai en mémoire notre rencontre début septembre avec le Premier ministre. Ses propos ont été clairs, limpides.
Il n'a pas d'avis sur la mutualité, sur le mouvement mutualiste. Il n'a donc pas d'a priori positif ou négatif. J'en déduis que nous ne sommes pas dans son champ de vision. La mutualité ne fait pas partie de sa culture, de son histoire, de son champ d'expérience. Ce propos tranche avec celui d'un président, François Hollande, qui saluait lors de notre congrès de Nice une institution de la République. En même temps, vous savez ce qui est advenu. Ce président avait sans aucun doute le goût de la mutualité, mais l'action de son gouvernement nous a laissé un goût quelque peu amer. Nous verrons donc. En ce moment même, le premier projet de loi de financement de la sécurité sociale du quinquennat est présenté à la Commission des comptes de la Sécu. Ce que nous en savons résulte de fuites et non d'échanges avec le gouvernement. Mes amis, l'addition va être lourde. Du fait du vieillissement, des progrès techniques, mais aussi de la mauvaise organisation du système, des rentes de situation, les dépenses de santé dérivent naturellement chaque année. Mécaniquement, nos remboursements augmentent en suivant la même pente. En moyenne, 400 millions d'euros par an ces dernières années. En 2018 vont s'y ajouter, nous le savons déjà, d'autres dépenses. Nous allons supporter les effets des revalorisations des pharmaciens, 55 millions d'euros, des médecins, 175 millions d'euros, 100 millions d'euros d'augmentation de la taxe pour le forfait patientèle, 75 millions pour les consultations. Avant peut-être demain, la revalorisation des dentistes. On nous annonce une augmentation du forfait hospitalier de 2 €. Forfait hospitalier qu'on semble de plus en plus utiliser via les mutuelles comme une taxe sur les malades hospitalisés. Nous estimons à 180 millions d'euros le coût de la mesure. Au total, l'addition pourrait frôler le milliard. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête et on ne peut pas laisser dire que ce ne sont pas les Français qui paieront. Les mutuelles, ce sont les Français qui les paient. Quand on augmente les dépenses des mutuelles, on augmente les dépenses des Français. Même s'il s'en défend, le gouvernement applique les recettes du passé. Faire financer par les mutuelles ce que la Sécu n'arrive plus à prendre en charge. C'est une vision comptable, contradictoire avec l'objectif affiché de suppression du reste à charge sur les lunettes, l'audition, le dentaire, contradictoire avec l'objectif d'amélioration de l'accès aux soins, contradictoire avec l'objectif de baisse du coût de la santé pour les Français, contradictoire avec l'objectif de redonner du pouvoir d'achat aux Français. Vous avez également en tête les arbitrages concernant le régime social des indépendants, le RSI. Vous avez dû être troublés, comme moi. J'ai du mal à comprendre une décision qui semble se tromper de sujet. Les difficultés rencontrées par les travailleurs indépendants viennent d'un recouvrement inadapté auquel s'ajoute un montant de charges jugé trop élevé. Jamais nous n'avons entendu de critiques de leur part sur la gestion des frais de santé par les organismes conventionnés. J'ai du mal à comprendre que le gouvernement ne tienne pas compte de la qualité de service des organismes conventionnés, pourtant reconnus par la Cour des comptes et les corps d'inspection. Ne tienne pas compte des gros efforts que vous avez entrepris à la demande du précédent gouvernement pour être plus efficient, avec le passage de 62 à 18, puis de 18 à 2 organismes mutualistes conventionnés. Ne tiennent pas compte des alertes du Défenseur des droits, Jacques Toubon, appelant à éviter la précipitation, ou des députés Sylviane Bulteau et Fabien Verdier, co-auteurs d'un rapport qui concluait que réformer efficacement le régime en 15 mois était illusoire.
Cette décision me laisse songeur. N'est-elle pas un peu centralisatrice? N'est-elle pas un peu technocratique? Ne porte-t-elle pas en somme les gènes de l'ancien monde, celui dont on nous dit qu'il aurait été balayé par une vague en marche? Au-delà des réserves sur la méthode, auprès du Premier ministre, nous avons tracé une ligne rouge. Je le dis devant vous, les collaborateurs des mutuelles engagés dans le RSI doivent bénéficier d'un accompagnement adapté. Ils ne peuvent subir un plan social décidé depuis un ministère. Promesse nous en a été faite. Je serai pour ma part extrêmement vigilant. La remise en cause du régime étudiant de sécurité sociale est une autre préoccupation. Les élus et l'ensemble des équipes de la Fédération ont œuvré pour accompagner les mutuelles étudiantes. Des travaux de réflexion ont été engagés, des rencontres jusqu'à Matignon organisées, un livre blanc est en cours d'élaboration. Ma conviction est claire, constante. Les étudiants, public spécifique s'il en est, méritent un accompagnement adapté en termes de prévention d'accès aux droits. Je continue de croire que l'on ne sensibilise pas les étudiants aux addictions, aux comportements à risque, aux horaires d'ouverture des caisses primaires. Alors oui, la sensibilisation, la prévention par les pairs, comme elle se pratique aujourd'hui, ont du sens. Et oui, ça aussi, c'est peut-être un raisonnement du vieux monde, mais je crois qu'une mutuelle étudiante est un lieu qui permet aux jeunes adultes de comprendre les fondements de notre système de protection sociale. Le sujet ne devrait pas être arbitré dans le cadre du PLFSS présenté ce matin. Il est aujourd'hui sur le bureau de la ministre de l'Enseignement supérieur qui devrait statuer dans le cadre d'un grand plan pour les étudiants. Je terminerai par 2 points de vigilance pour nos mutuelles et unions de livre 3. Le premier, le CITS, le fameux crédit d'impôt taxe sur les salaires tout juste obtenu l'an passé, qui va se transformer en allègement de charges. Le second, les contrats aidés qui contribuent au bon fonctionnement de nos établissements médico-sociaux. Sur ces 2 sujets, nous sommes attentifs à faire valoir et à défendre les intérêts de nos mutuelles. La rentrée est difficile. Dans cette rentrée difficile, nous avons une bonne nouvelle. La réforme du Code de la mutualité est sécurisée. Un projet de loi de ratification de l'ordonnance portant réforme du Code a été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale. C'est une garantie juridique essentielle dans notre souhait d'adapter la réglementation aux évolutions récentes de notre secteur d'activité. C'est un succès collectif. Il est le résultat de travaux de fond menés par les élus et les équipes de la Fédération et des mutuelles. Un travail au long cours aussi, commencé il y a bientôt 4 ans sous ta présidence, Étienne. Voilà pour le temps court. Mais au-delà du temps court, au-delà de l'immédiateté, notre responsabilité, c'est de nous placer dans un temps plus long, celui des vagues de fond, celui des réformes qui peuvent façonner notre système de protection sociale, de prévoyance et de santé. Alors, avec vous, au nom du mouvement, je veux profiter de ce moment de nos journées de rentrée pour m'adresser à la ministre de la Santé et au gouvernement. Les vieilles ficelles, qui consistent surtout à ne rien changer sur le fond, à chercher des recettes de poche, à faire payer toujours davantage les mutuelles, ne sont pas à la hauteur des défis et besoins de notre système de santé et de protection sociale. On nous dira que c'est sur 5 PLFSS qu'il faut juger de l'action du gouvernement. J'en suis parfaitement convaincu. Mais un seul sentiment prévaut à ce stade. Sur les questions de santé, les réformes de structure sont renvoyées à plus tard. Aujourd'hui, nous en sommes toujours dans la politique du transfert, du coup de rabot, dans l'obsession du temps court, dans la politique de l'immédiateté, oui, toujours les mêmes vieilles ficelles. Madame la ministre,
la mutualité sera toujours mobilisée, disponible et active pour travailler à la transformation de notre système de santé et de protection sociale. Prévention, pertinence des soins, coordination des acteurs, virage ambulatoire, développement de l'e-santé, les sujets sont connus. Beaucoup a été dit, beaucoup a été écrit. Attelons-nous à la tâche, passons aux actes. Sur les sujets du quinquennat à l'agenda du gouvernement, les déserts médicaux, la maîtrise du reste à charge, la lisibilité des contrats, nous sommes mobilisés. D'ici la fin de l'année, nous devons être force de proposition. Nous voulons le faire avec les professionnels de santé, les partenaires sociaux, les usagers, les autres familles de complémentaires. Les travaux des commissions thématiques qui vous seront présentés demain en constituent une première étape. Il nous faut, pour le début de l'année 2018, être en capacité de dialoguer utilement et concrètement avec le gouvernement. À ces deux conditions, notre congrès de juin prochain pourrait s'imposer dans l'agenda social au même titre que Place de la Santé pendant la campagne présidentielle. Ce sont des sujets majeurs. Pas tant pour la mutualité comme une entité abstraite que pour chacune de vos mutuelles, de vos unions. C'est collectivement que nous devons nous emparer de ces questions. J'ai besoin de vous, de vos contributions pour porter et défendre les intérêts du mouvement, les intérêts des adhérents, avec le bureau, avec le conseil d'administration. Le temps court de l'écume, le temps de l'histoire sociale, des vagues de fond. Je veux finir par le temps immobile, celui des grands équilibres, celui du thème de nos journées de rentrée, la santé environnementale. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, Lucrèce, un peu rêveur, un peu romantique, un peu lyrique, proclamait « La terre, par sa pluie fécondée, met au monde de riantes moissons, des arbres lourds de fruits, engendre les humains et les fauves, et offre à chacun l'aliment idoine à le nourrir, à adoucir sa vie. » 2000 ans plus tard, la nature se dérègle du fait d'une activité humaine qui, trop souvent, oublie les grands équilibres. Perturbateurs endocriniens, pesticides ravageurs, particules polluantes, produits alimentaires intoxiqués, pas une seule semaine sans que l'on apprenne qu'un risque serait caché dans l'ombre de nos assiettes ou dans l'air que l'on respire. La mutualité se doit d'apporter sa contribution, mieux ses solutions, à un sujet aussi important que celui de l'interaction entre la santé et l'environnement. Nous ne sommes ni en retard, ni de trop. J'en veux pour preuve les nombreuses initiatives déjà menées par nos groupements. Fondations dédiées, sous l'égide de la Fondation de l'Avenir, comme celle lancée en mars dernier par la Mutuelle familiale. Prise en charge d'un conseiller médical en environnement intérieur, dispositif mis en place par plusieurs unions régionales, en Bourgogne, en Auvergne, en Île-de-France. Campagne de communication dédiée à une alimentation saine et équilibrée, par exemple celle de la Mutuelle Bleue. Je pourrais multiplier les illustrations. Ce que nous souhaitons au cours de ces journées de rentrée, c'est prendre la hauteur qui s'impose, loin de l'idéologie, loin du cosmétisme et de l'hypocrisie du greenwashing, loin aussi de l'obscurantisme et du technoscepticisme. Ce que nous souhaitons, c'est que la mutualité fasse, sur la question de la santé et de l'environnement, preuve d'un esprit pionnier. Au cours de notre histoire, nous avons posé les fondements de la sécurité sociale. Posons ceux d'une société réconciliée avec son environnement et au service de la santé de tous. Ces journées de rentrée doivent modestement contribuer à cet élan, avec deux ambitions, réintéresser la société à son avenir et réinvestir l'intérêt général par le concret. Bons travaux à tous, belle journée de rentrée.